Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI Surface Slate qui passe au crible tous les sujets qui feront les prochaines élections européennes, celles du 9 juin 2024. Je suis Christophe Caron et je suis avec Jeannette Susse, chercheuse au CERFA, comité d'études de relations franco-allemandes et à l'IFRI. Bonjour Jeannette. Bonjour Christophe. Cette semaine, Jeannette, nous allons nous pencher sur un serpent de mer européen, un sujet sur lequel les capitales n'ont jamais réussi à se mettre d'accord tant il touche aux questions de souveraineté. Un sujet plus que jamais d'actualité depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un sujet qui fut un des points largement développés par Emmanuel Macron lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne le 25 avril, l'Europe de la défense. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons Dimitri Mauchien. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes attaché de recherche à la fondation politique allemande Konrad Adenauer à Paris. C'est une fondation politique proche de la CDU, l'Union chrétienne-démocrate allemande. Vous traitez principalement de sujets touchant à la géopolitique et à la souveraineté. Avant cela, vous avez travaillé au ministère des Armées, puis au Parlement français, notamment auprès de la secrétaire à la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale donc. Avec nous à Passau, en Allemagne, Florence Hertel. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice du Science Hub for Europe, le SHE. Vous êtes conseillère stratégique auprès du vice-président de l'Université pour l'Europe et associée de recherche à l'Université de Passau. Donc, vos travaux de recherche portent sur la politique de sécurité et de défense commune, les cultures stratégiques et les relations extérieures de l'Union européenne avec les pays de l'Est, du Caucase du Sud et d'Asie centrale. Et vous analysez aussi également les stratégies des partis sur les élections européennes. Florence, de quoi parle-t-on quand on parle de l'Europe de la défense ? Je considère l'expression l'Europe de la défense surtout plutôt français qu'allemand, puisqu'en Allemagne, on parle surtout de la politique étrangère et de sécurité commune ou de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Tous les deux, ce sont des domaines qui font partie des domaines politiques d'une dimension plutôt intergouvernementale de la politique étrangère de l'Union européenne. Ceci peut être une raison pourquoi les décisions durent souvent aussi longtemps, mais après tout, elle est vraiment l'expression du fait que 27 États membres absolument différents peuvent parvenir à une position commune sans renoncer à leur souveraineté d'État dans ce domaine plutôt sensible. Dimitri, en quoi la guerre en Ukraine qui a frappé à la porte de l'Union européenne depuis 2022, en quoi pensez-vous qu'elle a changé un peu la donne et elle a peut-être renforcé la politique de défense européenne ? Elle l'a renforcée d'une certaine façon parce que, déjà, je vais revenir un petit peu sur votre première question sur l'Europe de la défense. Les termes sont un peu utiles. On parle d'Europe de la défense et non pas d'Union de la défense. Et c'est pour ça qu'il me semble que ça a changé la donne, parce que là, on commence à parler d'Union de défense, doucement, avec extrêmement de précaution, et je souscris tout à fait à ce que vient de dire Florence, c'est que ça reste de l'intergouvernemental. Donc là, effectivement, ce qui est nouveau, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se disent autour d'une même table qu'ils vont faire des actions vraiment de défense et non plus exclusivement des actions de politique étrangère et de sécurité commune. Donc il y a tout un tas d'actions, de décisions de dépenser de l'argent en commun, pour donner des armes létales. Ça avait déjà été initié avant, mais ça a été avec la Facilité européenne de paix, mais qui était désigné à la base pour le continent africain, qui maintenant, en fait, sert quasi exclusivement pour l'Ukraine, et aussi avec cette décision d'acheter des munitions en commun par les Européens. Et donc ça, c'est vraiment un game changer, pour utiliser du français adéquat. Vous avez écouté le discours du président français Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne le 25 avril. Il a parlé de cette Europe de la défense. Est-ce que vous avez senti un changement sensible dans les prises de position d'un président français sur ce sujet-là ? Est-ce qu'il a été plus fort et plus loin que d'habitude ? Première chose que je remarque, c'est qu'il y a plutôt une continuité dans le discours du président Macron du 25 avril avec son discours de la Sorbonne, son premier discours de la Sorbonne en septembre 2017. Première continuité, mais aussi une continuité par rapport au président précédent. Il y a une volonté de la France en général de parler de culture stratégique, de parler de défense et pas exclusivement de politique étrangère et de sécurité commune. Donc finalement, il y a une relative continuité de ce point de vue-là. Là où il y a éventuellement une évolution, et c'est un petit peu le propre du président Macron, c'est qu'il utilise toujours des mots forts, des mots puissants pour essayer de bousculer un petit peu ses partenaires. Et il l'avait déjà dit d'une certaine façon, mais là, il a dit « Attention, l'Europe est mortelle ». Là, il veut absolument entériner les pas qui ont été faits depuis l'agression russe de 2022. Et il veut que les dossiers qui ont été ouverts puissent aller au bout, notamment sur les achats communs de matériel et aussi
Ce qui a été dit au précédent, c'est toutes les questions de préférence européenne, toutes ces questions de base industrielle et de technologique de défense européenne. Est-ce que peut-être pour comparer à la situation en Allemagne, cette conception d'une Europe puissance, comme Emmanuel Macron l'a décrit aussi, est-ce que c'est, à ton avis, une perception partagée en Allemagne ? Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que un moteur franco-allemand a été vraiment décisif pour avancer les débats, les débats surtout au niveau intergouvernemental. Et je pense qu'un discours, comme on a vu d'Emmanuel Macron en 2017, et bon aussi hier, ça c'est vraiment quelque chose qui avance le débat. Et on voit souvent, surtout entre Macron et Merkel, on a vu des positions plutôt communes. On a vu un peu de différence avec le SPD en Allemagne, mais en général, on peut considérer le moteur franco-allemand vraiment comme décisif au développement de la défense de l'Union européenne. Tout de même, quelles ont été les avancées majeures de ces dernières années concernant l'Europe de la défense, Florence ? Donc, c'est surtout la guerre d'agression russe contre l'Ukraine qui a, changé radicalement l'environnement de la géopolitique en Europe, ou dans le monde, mais surtout en Europe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le contexte, Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, de la politique et de sécurité, il a plutôt déclaré l'année dernière, en mars, un réveil géopolitique. Donc, ce qu'on appelle un peu l'Europe géopolitique est donc considéré comme une nouvelle normalité de la politique étrangère à l'Union européenne, qui lui attribue une responsabilité majeure de sécurité mondiale et le devoir de protéger ses citoyens, soutenir ses partenaires aussi, surtout les pays de l'Est à la frontière russe. Mais ce qu'il faut dire dans ce contexte est aussi que les changements ne se peuvent pas passer si vite que possible, puisqu'on a toujours ce momentum intergouvernemental. Donc, les décisions durent longtemps et donc on a plusieurs discussions pour changer. Et est-ce que ça serait ça, justement, le levier principal qu'il faudrait changer pour reformer ce qu'on appelle la PSDC, donc la politique commune de défense, de se passer de cette intergouvernementalité et passer à la majorité qualifiée ? Une solution pourrait être d'abandonner le principe d'unanimité. Ce principe, il est considéré comme l'un des exemples les plus clairs de ce réflexe de souveraineté des gouvernements des États membres. Ce que j'ai déjà essayé d'expliquer, c'est vraiment la souveraineté de chaque État qui est au centre. Mais comme ces questions touchent vraiment le cœur de la souveraineté de chaque pays, les gouvernements veulent plutôt éviter d'être mis en minorité. Et cette obligation de consensus a été rendue difficile, en particulier depuis le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. L'adoption d'une position unie et la capacité d'agir. Si on se rappelle du dernier Conseil européen en décembre, donc on a toujours un pays particulier avec l'Hongrie qui était un peu d'autre avis que les autres. Dimitri, il y a une grande diversité de prises de position en fonction des capitales européennes. Est-ce qu'il n'y a pas d'homogénéité sur les buts stratégiques, sur les moyens d'y parvenir, sur les stratégies de défense géopolitique ? Est-ce que c'est si divers que ça en Europe ? Est-ce que les 27 sont incapables de se mettre d'accord ? Est-ce qu'il y a des lignes de fracture importantes ou est-ce qu'ils peuvent s'entendre sur certains points ? Les temps récents et même un peu plus anciens ont prouvé que malgré la fameuse formule « dans la diversité », ils sont surtout unis. Ils sont unis dans la diversité parce que effectivement, il y a tout un travail qu'a en partie décrit Florence de discussion, de palabres, d'échanges qui prennent du temps, mais à la fin, ça donne une cohérence à la décision européenne. C'est ça qui est important, c'est que quand effectivement les 27 pays ont décidé unanimement de sanctionner la Russie, ce sont les 27 pays qui le font. Et ça donne vraiment un poids politique sur la scène internationale également, de quand ils prennent les décisions. Mais effectivement, sur ce sujet-là, qui touche à l'intimité des nations, effectivement, les pays sont assez peu enclins à abandonner. Et en particulier, la France, qui est toujours en train de dire mais il faut absolument qu'on avance plus vite et plus fort. Je ne vois pas dans le court et même moyen terme la France abandonner son autonomie de décision sur ces sujets-là parce que la France a tout un système d'armée complet, a une constitution particulière qui lui permet d'intervenir très rapidement, a une position très particulière au sein des institutions internationales, au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies et dispose de l'arme nucléaire. Toutes ces raisons-là fait que
même si on a un président très européen, très pro-européen actuellement à la tête de l'État, il ne va pas aller dans le sens d'un vote à la majorité qualifiée. Donc déjà, on a une petite différence qui commence à se créer avec l'Allemagne qui, modulo certaines conditions, pourrait être effectivement allante sur ce genre de point. Et après, c'est effectivement, encore une fois, de la sémantique. Quand la France dit depuis de nombreuses années, c'est pas un mot du président Macron de parler d'autonomie stratégique, eh bien ce mot-là n'a pas le même sens, ne recouvre pas forcément les mêmes choses à Paris, à Berlin ou effectivement dans les pays de l'Est. En France, c'est un concept très large qui touche également aux questions industrielles, d'approvisionnement énergétique, de recherche. Là où effectivement, quand on écoute nos amis alliés sur plutôt le front Est, pour eux, c'est vraiment les questions de sécurité et de défense en premier lieu. Est-ce que l'Allemagne s'est beaucoup plus ouverte à cette idée d'une Europe de la défense, Florence? Et quel rôle devrait jouer aussi l'OTAN? Est-ce que c'est pas un frein, en fait, au développement d'une défense de l'Union européenne? Je trouve qu'on fait vraiment souvent la différence, oui aussi comme dans votre question, entre l'OTAN et la PSDC. Donc la politique commune de l'Union européenne en défense? Je ne pense pas que ce soit une perspective constructive puisque les deux sont inséparables en fait. La PSDC doit être conçue comme une politique de sécurité et de défense commune aux États membres de l'Union européenne en complémentant de l'OTAN, qui reste pour ses membres le fondement de la défense collective. Et ça, c'est certainement aussi plutôt la position allemande qui a été depuis en fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir l'Europe et l'Allemagne vraiment positionnées dans l'OTAN. Je sais que la position française soit un petit peu plus indépendante, regardant aussi les mots-clés, l'autonomie stratégique ou la souveraineté stratégique. Mais je pense qu'en ce moment, et les positions les plus réalistes sont de vraiment trouver un futur de la PSDC, de la défense européenne au sein de l'OTAN, et pour vraiment avoir la plus de compatibilité possible. Un aspect très important, c'est évidemment aussi l'argent, c'est-à-dire les moyens qu'on donne à cette construction d'une Europe de la défense. Pour avoir un titre d'idée, Dimitri, ça représente quoi les budgets des 27 de la défense? Ça se place où par rapport aux États-Unis ou à la Russie ou à la Chine? Alors, si on prend chaque État membre individuellement, l'Europe n'existe pas sur la carte. En revanche, si on prend le bloc européen, on reste dans des proportions qui sont nettement moindres par rapport à ce que font les États-Unis, où le budget de défense des États-Unis est 2 à 3 fois supérieur à l'ensemble du bloc européen. Ceci étant dit, il faut voir aussi en termes de proportions par rapport aux budgets nationaux. Ce chiffre qu'on agite très souvent partout, c'est le chiffre des 2% des membres qui a été défini par l'OTAN pour ses membres. C'est-à-dire que chaque pays membre de l'OTAN est supposé dépenser 2% de son PIB dans sa défense. Sachant que, par exemple, pour les États-Unis, aujourd'hui, ils dépensent 6%, et en Europe, c'est très disparate. On a la France qui est autour de 2%, mais parmi les autres États membres de l'OTAN, il y en a un gros quart qui fait ces 2%, voire un peu plus, et l'immense majorité qui ne respecte pas ces 2%. À part les Polonais qui sont les bons élèves en ce moment. Mais entre autres, mais il y a aussi les Grecs qui, malgré toutes leurs difficultés financières, ont toujours maintenu un effort de défense assez important. Et puis l'Allemagne qui a dû faire un effort considérable avec ce changement d'époque, n'est-ce pas, Florence? Exactement, mais moi je ne parlais pas encore vraiment d'un changement d'époque ou Zeitenwende, comme ça s'appelle en allemand. C'est plutôt le début, et c'est bien de retrouver le mot Zeitenwende ou changement d'époque dans le discours, en fait, pas seulement politique, mais aussi dans la société. On peut le considérer comme début qu'une nation en fait comme l'Allemagne, et qui a une culture stratégique plutôt à l'inverse que celle de la France, plutôt en direction des moyens civils et de ne pas vraiment envoyer la Bundeswehr en combat. Ça, c'est vraiment le début d'une grande discussion qui va encore durer des années. Donc, je ne parlerai pas encore de Zeitenwende, mais d'un début, en fait.
Mais en fait, on voit bien le problème. Emmanuel Macron n'a finalement pas réussi à délivrer ce qui était attendu par les Ukrainiens. Les Ukrainiens, d'ailleurs, ne demandent pas que nous leur promettions d'envoyer des hommes au sol. Ils ne demandent pas de fausses promesses. Ils demandent le soutien matériel dont ils ont besoin maintenant. Ils demandent le renforcement de notre industrie de défense. Ils demandent que nous soyons capables de produire pour pouvoir faire en sorte, effectivement, de leur donner dans la durée les moyens de conduire cette guerre. Et cette guerre, évidemment, nous y avons un intérêt. Parce que si demain les Ukrainiens devaient plier face à l'agression de la Russie, alors c'est aux portes de l'Europe la démonstration qui serait faite que la violence peut l'emporter sur des frontières reconnues, sur le droit international. Et ça, c'est évidemment immensément dangereux pour nous. Ce serait notre propre sécurité qui serait bien sûr mise en jeu. Vous venez d'entendre François-Xavier Bellamy répondre à une interview pour France 24 et exposer sa vision du soutien français à l'Ukraine et de la défense européenne en particulier. Si nous vous avons fait écouter cet extrait, c'est parce que dans chaque épisode, nous allons examiner les prises de position d'un groupe politique particulier du Parlement européen. Et pour commencer, dans cet épisode, on va s'intéresser aux conservateurs qu'on retrouve au Parlement européen sous le nom de PPE pour Parti populaire européen. Jeannette. Côté français, ce sont les Républicains qui y siègent et en Allemagne, c'est la CDU, CSU. Sur l'Europe de la défense, Florence, quel est le point de vue de la CDU, CSU ? En mars, les présidents de la CDU et de la CSU ont adopté le programme qui s'appelle Mit Sicherheit Europa. Donc, ça veut dire que la sécurité et la politique, la défense et la sécurité est vraiment au centre de ce programme, ce qui est, je dirais, pas nouveau, puisqu'en 2019, ça allait déjà dans cette direction. Mais en fait, il faut vraiment dire que dans cette année, l'accent est encore beaucoup plus visible. Dimitri, du côté des Républicains français, est-ce qu'ils sont aussi engagés de ce côté d'un développement de la défense européenne ? Quel est leur point de vue ? Quel est leur programme ? Pour l'instant, le programme des Républicains n'est pas complètement révélé. Ceci étant dit, on a les 3 premières personnes qui ont été désignées sur la liste et en 3e personne, 2e homme, c'est le général Gomard qui a été nommé. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un accent qui est mis sur ce sujet-là, sur les questions de défense. Et on le voit aussi dans la campagne qu'ils commencent à mener, où cette semaine encore, ils étaient en visite d'une usine en France, qui est une fabrique d'armement. Et on l'a vu aussi dans les différentes prises de parole de François-Xavier Bellamy, et en plateau, et aussi dans les premiers débats qui ont été organisés. Il veut absolument montrer que les Républicains ont une vision de ces questions-là, et qui est cohérente avec toute l'histoire des Républicains, mais aussi de l'UMP auparavant, à savoir une défense européenne forte, et une cohérence avec une préférence européenne, avec une industrie de défense européenne. Et donc, de ce point de vue-là, ça rejoint quand même assez largement ce que la CDU et la CSU indiquent dans leur programme. Et ce que aussi Emmanuel Macron a développé lors de son discours à la Sorbonne. Exactement, et c'est une des difficultés des Républicains, c'est que finalement, ils sont plutôt d'accord sur ces questions-là avec le discours du président Macron. Là où François-Xavier Bellamy essaye de forcer un peu le trait, c'est de dire qu'aujourd'hui, pas suffisamment est fait et pas suffisamment vite. Le général Gomard a suggéré que les fameux 2% dont on parlait tout à l'heure, on passe à 3% de budget consacré aux dépenses de défense. François-Xavier Bellamy propose que le Fonds européen de défense, qui court de 2021-2027, qui aujourd'hui est de 8 milliards, soit passé à 25 milliards. C'est pour aller plus vite, plus fort, plus loin. Mais sur le fond, il est plutôt en accord avec ce qui a été décidé. Là, on parle beaucoup d'argent, on parle de budget, on parle de préférence européenne pour l'armement, mais ce qu'on s'est dit en début d'émission, c'est que le problème, c'est surtout l'unanimité et la manière dont on fait ses choix stratégiques et ses choix de défense. Est-ce que la CDU, CSU ou les Républicains ont un avis sur le mode de fonctionnement au niveau européen pour les prises de décision ? Alors, du point de vue des Républicains, ils sont vraiment ancrés dans le modèle français, à savoir qu'ils ne voient pas une modification des traités spécifiquement sur ce sujet-là, parce que on touche là vraiment au sacro-saint de l'État français et de toutes les spécificités qu'on a détaillées préalablement. Là où effectivement la CDU serait plus allante pour un partage un petit peu plus large des responsabilités pour le remonter au niveau communautaire. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là,
la prise de fonction de la présidente de la commission Ursula von der Leyen, issue des rangs de la CDU. Quand elle a pris ses fonctions, elle a dit « je veux une commission géopolitique ». Donc ça préexistait même le conflit ouvert avec la Russie. Déjà là, on a pris conscience et son collège des commissaires a montré qu'il y avait quand même un accord plus ou moins tacite des États pour aller vers une prise de décision un peu plus concertée, à défaut d'être commune. Mais donc, pour revenir à votre question, Christophe, du point de vue des Républicains, non, il n'y a pas de volonté d'aller vers une décision commune, une décision plus concertée, oui, plus rapide, oui, plus forte, oui, mais pas de décision commune. Et est-ce que ça pourrait aussi être une des raisons pour lesquelles les Républicains ne soutiennent pas la tête de la liste allemande, donc Ursula von der Leyen, qui est ce qu'on appelle en allemand la Spitzenkandidat pour la CDU et pour le PPE aussi également? Je pense que les raisons de ne pas soutenir cette tête de liste du PPE, pas soutenir Ursula von der Leyen pour un second mandat à la tête de la Commission, elles ne se situent pas vraiment à ce niveau-là. Sur ces questions-là, finalement, ils sont pas franchement en désaccord. Ils ont plutôt soutenu toutes les décisions proposées par la Commission, par le Conseil et par le Parlement européen. Là, ils vont s'opposer, c'est déjà parce que c'est pour une question de principe, à savoir que Madame Ursula von der Leyen a été plutôt désignée par Monsieur Macron, qui a mis un veto pour que ce soit le précédent Spitzenkandidat, donc tête de liste Manfred Weber. Alors là, on rentre vraiment dans les considérations de tactique politicienne. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a bien rendu, puisque en novembre dernier, elle s'est rendue à l'invitation du parti Renaissance du président Macron pour donner un discours sur sa politique et pour dresser son bilan. Elle l'a fait devant les élus et militants Renaissance, pas devant les LR. Donc elle avait déjà acté d'une certaine façon cette première divergence. Oui, alors juste pour préciser ce que c'est que le Spitzenkandidat, en fait, globalement, dans chaque pays européen, on vote pour des listes nationales qui se regroupent après en groupe au sein du Parlement européen, et chaque groupe peut proposer ou propose un candidat pour la présidence de la Commission européenne. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de Ursula von der Leyen pour le Parti populaire européen, pour la proximité avec Renaissance. Vous venez de l'expliquer, Dimitri. Et puisqu'on parle d'alignement au sein du PPE entre donc le camp français et allemand, entre les Républicains et la CDU, Dimitri et Florence, qu'est-ce que vous voyez comme agenda franco-allemand pour la défense selon les deux partis? Peut-être commencer pour la CDU, Florence. En fait, une agenda franco-allemande est vraiment au centre, je dirais, c'est peut-être un peu exagéré, mais plutôt au centre du programme électoral de la CDU-CSU, puisqu'on parle vraiment du fait de donner un nouvel élan à la coopération franco-allemande et que l'amitié franco-allemande reste un moteur décisif pour une unification européenne et que c'est considéré quand même pas comme exclusivité, mais comme une impulsion initiale pour les mesures courageuses, comme disent les deux partis dans l'Union européenne. Et donc, il faut vraiment dire que, de mon point de vue, je vois que CDU-CSU soutient surtout aussi la ligne que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déjà présentée. Donc, on a vraiment une direction peut-être qui peut être alignée pas trop avec les Républicains, mais quand même, on voit une direction aussi que la CDU-CSU réclame, entre autres, une commissaire européenne de la défense. Donc là, on a un peu des tendances de bouger du niveau intergouvernemental au niveau supranational. Mais en fait, la France, la coopération franco-allemande est au centre du programme. Et plus concrètement, dans le domaine de la défense, est-ce qu'il y a des projets qui vous semblent prometteurs, qui sont soutenus aussi par ces partis, Dimitri ? La coopération franco-allemande, ça reste de l'intergouvernemental pur et dur. Donc effectivement, les deux partis, et les Républicains et la CDU-CSU n'étant plus en fonction, effectivement, ils peuvent se prononcer, mais ils ne décident pas. Je trouve assez intéressant que le président Macron, hier, dans son discours, a bien pris garde de bien reciter tous les jalons qui ont été franchis en franco-allemand, en disant bien que c'était effectivement l'impulsion non suffisante mais nécessaire à toute nouvelle avancée dans le cadre européen. Donc il a reparlé des progrès d'armement, les plus emblématiques étant l'avion de combat du futur et le char de combat du futur. Mais j'ai envie de dire,
Ce sont les deux seuls survivants. Quand Angela Merkel était encore au pouvoir, il y a un nouveau traité, le traité d'Aix-la-Chapelle, a été signé entre la France et l'Allemagne, où il y avait au moins 5 types d'armements qui devaient être construits en coopération. Il n'y en a plus que 2 qui survivent bon an, mal an, même si les ministres Pistorius et Lecornu ont annoncé des bonnes nouvelles récemment. Donc ça, c'est un premier point. De l'autre côté, on parlait du programme de la CDU-CSU. Eux, ils sont très allant. Ils voudraient avoir des programmes non seulement franco-allemands, mais même européens, en étant vraiment très ambitieux, en allant jusqu'à avoir un porte-avions européen sur lequel il pourrait y avoir effectivement, d'abord en franco-allemand, mais ensuite européen. Second point, Emmanuel Macron a fait un pas supplémentaire vers le chancelier Scholz, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, le chancelier Scholz avait annoncé à Prague, dans son grand discours où il annonçait ce changement d'époque, cette Zeitenwende, un bouclier antimissile européen, et ça avait été vraiment une ligne de fracture entre Berlin et Paris, parce que Paris était peu ou pas associé aux conversations en amont, et pas du tout associé dans l'initiative Sky Shield. Et donc là, le président Macron a pris soin de parler d'un projet de ce type-là, en disant qu'il faudrait avancer ensemble et en citant l'Allemagne. Donc, peut-être que c'est l'une des raisons qui a fait que le chancelier Scholz, dans la demi-heure qui a suivi, a tweeté en disant « Bravo Emmanuel pour ton discours qui est très éclairant ». C'est peut-être parce qu'il avait notamment coché cette case. Pour rappel, en 2017, il n'y avait eu aucune réaction du côté allemand au discours de la Sorbonne avant un certain temps. Sachant que dans leur programme électoral, les chrétiens démocrates allemands, ils prônent eux aussi l'idée d'un bouclier aérien. Est-ce que ça ne va pas justement à l'encontre de cette initiative qui a été justement entreprise par Olaf Scholz avec, vous venez de le dire Dimitri, le European Sky Shield? Florence? Donc alors de mon point de vue, je pense que cela veut dire exactement la même chose, donc je ne vois pas de différence entre l'initiative Sky Shield, plutôt exprimée par Olaf Scholz et le gouvernement allemand, contre l'idée d'un bouclier aérien de la CDU-CSU dans leur programme électoral. Alors pour terminer, on va passer en revue, non pas tout le programme, mais les points forts du programme de la CDU-CSU et des Républicains en France. Mais juste avant, je voudrais vous soumettre 2 chiffres, Dimitri. En France, les Républicains récoltent en fonction des sondages entre 7 et 8% des intentions de vote, quand la CDU-CSU tutoie les 30% en Allemagne. Comment expliquez-vous cette différence entre les 2 partis conservateurs français et allemands? Les 2 formations politiques ne partent pas du même point. La CDU a effectivement eu un bas historique aux élections fédérales de 2021, mais ce bas historique, il était à 23% si mes souvenirs sont bons. Donc finalement, elle retrouve un score similaire. La formation des Républicains part d'un point bas beaucoup plus bas, puisque la dernière élection nationale, pour les présidentielles, Valérie Pécresse n'a pas atteint les 5%. Aux dernières élections européennes, la CDU-CSU a fait une trentaine de pourcents, donc elle reste ce niveau-là. Au dernier scrutin européen, idem, la liste emmenée par François-Xavier Bellamy avait fait 8%. Donc c'est un premier point. Deuxième point, c'est la façon dont se structure le paysage politique en Allemagne et en France, avec donc des formations politiques plus larges et plus implantées en Allemagne. On va donner juste un chiffre pour se rendre compte de ces choses-là. La CDU, ils ont perdu massivement des adhérents. Ils sont toujours à plus de 350 000 adhérents. Ce qui est énorme par rapport aux chiffres français. Les LR, qui étaient jusqu'à 2022 la première formation politique en France, ils se targuaient d'avoir 50 000 adhérents. Deuxième réponse. Troisième réponse, c'est effectivement le positionnement en France, et c'est d'ailleurs la difficulté du discours des LR actuellement, où ils sont coincés entre le président Emmanuel Macron, sur sa gauche, on va dire, et le Rassemblement national, et aussi maintenant Reconquête, sur sa droite, qui utilise une partie du narratif de la droite traditionnelle et qui mange une partie de cet électorat. On a beaucoup parlé d'Europe de la défense, évidemment c'était le sujet de ce podcast, mais selon vous les Républicains, quel est leur thème fort? Sur quoi ils peuvent se démarquer? Sur quoi ils peuvent faire entendre leur discours dans ces européennes? Se démarquer, ça va être tout l'enjeu, mais comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on le voit aussi aux 3 premières personnes qui sont sur la liste. François-Xavier Bellamy, qui est donc un petit peu généraliste, mais
J'ai parlé du numéro 3, le général Gomard, et en deuxième place, et ça a été la première personne à être annoncée, c'est Céline Imard, qui est une agricultrice, syndicaliste dans l'agriculture. Ça montre tout de suite que les questions agricoles est un sujet majeur pour les Républicains, historiquement, et à partir de là, ils vont remonter tout le fil avec les questions déjà énergétiques, les questions de pouvoir d'achat, les questions de préférence européenne, mais aussi les questions finalement de commerce extérieur et de protection aux frontières, avec plutôt un rejet des traités de commerce extérieur. Et là, ça va être une fracture vraiment avec la CDU de CSU. Et en rejetant donc ces traités de commerce et avec une protection aux frontières. Et probablement, si je file la question de la protection aux frontières, les thèmes de migration, effectivement, seront majeurs. Et ils essayaient d'attirer Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, qui a plutôt préféré la liste du Rassemblement national. Donc, comment cette situation elle se présente en Allemagne, Florence, pour la CDU, de CSU? Est-ce que c'est l'agriculture aussi qui est un des sujets phares pour les chrétiens démocrates pour la campagne européenne, outre la défense, ou est-ce qu'il y a bien d'autres sujets qui se profilent? En fait, comme je déjà expliqué, c'est le sujet majeur, c'est la sécurité, mais vraiment pas simplement au niveau de la politique de défense et de sécurité, mais aussi la sécurité au point de l'économie, avancer l'Europe dans ce domaine. Et donc, bien sûr aussi, comme c'est assez présent, le sujet de la migration, où quand même la position, surtout de la CSU, est assez dure, je dirais, au point de vue qu'il faut voir aussi ce programme électoral. Je le vois aussi un peu comme, si on regarde dans la direction de second order election, donc d'une élection un peu au deuxième niveau, où on a surtout des sujets aussi nationaux qu'on transporte dans la campagne. Et là, je vois vraiment la CDU-CSU qui essaye de se différencier un peu de la coalition allemande, en fait, de la SPD, des Verts, des démocrates sociaux, des Verts et des libéraux. Merci Florence Hertel d'avoir répondu à nos questions. Merci Dimitri Mauchien. Merci Jeannette et à très bientôt pour un nouvel épisode de Europa 2024.